Hello les amis, nous vivons un moment grave mais qui peut rentrer dans l'histoire si tout se passe bien. J'ai souvent décrit sur cette chaîne des manipulations diverses et variées qui ont été faites dans les années précédentes. Je ne pensais pas en vivre une en live de si grande ampleur tout en tenant une chaîne YouTube. C'est juste incroyable ce qui se passe devant nos yeux. Une manipulation de masse, une propagande de la peur et en face, pas vous bien sûr, une énorme majorité de personnes qui dorment et qui ont peur. Tout ce que je vais vous dire dans cette émission est vérifiable par vos soins. Je n'invente pas la poudre, je ne raconte pas des fables, je ne suis pas un conteur. Tout peut être retrouvé par une rapide recherche dans n'importe quel moteur de recherche. Sauf que, devant la montagne d'informations, ma seule et unique plus-value est de démontrer l'incroyable mensonge qui se déroule sous nos yeux, juste en assemblant les informations les unes aux autres. Et pourquoi les gens ont peur ? Parce que pour la première fois, une crise sanitaire se déroule dans notre pays à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux et surtout des chaînes d'information en continu qui, au passage, ont des journalistes sur le terrain partout en France, sans aucun masque, qui sont là pour transmettre la peur et peut-être, sans le savoir, disséminer le virus, car ils nous disent de rester confinés chez nous, mais eux sont partout. Sont-ils sûrs de ne pas être contaminés ? Certes non. Ont-ils fait un test pour le savoir ? Certes non. Alors que disent-ils ? Restez chez vous, ce qui au passage serait une bonne chose, comme cela ils n'auraient plus rien à dire. Restez chez vous car vous êtes des irresponsables. Il suffit de lire ces chiffres qui donnent le tournis, disent-ils, à l'ondeur de journaux. Et ils donnent d'une façon morbide un décompte bientôt presque toutes les heures. Alors à ce jour, ce bilan est de 12 612 cas, soit 1617 de plus qu'hier, et 78 morts de plus, soit un total de 450 morts. Les Français, les Italiens, personne au monde avant cette crise, n'avaient été habitués à voir un chiffre du nombre de morts égrené ainsi tous les jours. Et donc ils paniquent, car ils commencent à imaginer que ce virus est létal. 450 morts, donc en France, depuis le premier décès qui est arrivé il y a un mois. Cela peut paraître énorme. Et mon but ici n'est pas de minimiser l'impact de ce virus, mais je voudrais, avec vous, essayer de comprendre pourquoi les autres années, ils n'ont pas égrené ainsi de nombre de morts tous les jours. Alors perso, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, je suis pas infectiologue. Très bien, écoutons-les donc. Est-ce que ce chiffre de 450 morts en un mois est exceptionnel ? Professeur Didier Raoult, Yanis Roussel, que pensez-vous de l'état actuel de la situation épidémiologique du coronavirus et des dangers qu'il représente ? Bien, écoutez, on a plus de cas en France, c'est évident, en même temps on a plus de recul. Tout ça est à mettre en perspective de ce que nous savons. Vous savez, les infections virales respiratoires, elles tuent 2,6 millions de personnes par an dans le monde. En France, quand ça a été analysé pour une mauvaise année, qui est l'année 2017, pour lequel on a même conclu à la fin qu'il y avait une diminution de l'espérance de vie à cause d'une surmortalité importante pendant les mois d'hiver qui est attribuée au virus respiratoire. On avait estimé qu'il y avait une surmortalité de plus de 60 000 personnes pendant cette époque-là qui était due au virus respiratoire. Donc c'est pour mettre en perspective ça, quand tous les jours la presse annonce il y a un mort de plus, avant d'arriver à faire changer les statistiques de mortalité sur les infections respiratoires, il faudra en faire beaucoup. Donc moi je ne fais pas de prédiction parce que c'est pas ma nature, il y a des gens pour ça, mais globalement la chance qu'il y ait une augmentation visible au niveau du monde, au niveau de la France, de la mortalité liée aux infections respiratoires, incluant ce coronavirus, est proche de zéro. Je ne crois pas qu'il y aura plus de morts par infection respiratoire. Les infections respiratoires que l'on voit, qu'on commence à voir, ne sont pas par nature ni plus graves, ni moins graves, ni différentes de ce qu'on voit avec les 20 virus respiratoires qui circulent déjà. Et donc son devenir, soit il deviendra le 21e virus respiratoire qui sévira pendant la saison froide, soit il disparaîtra purement et simplement comme le SARS, ou s'arrêtera à des zones limitées comme le
MERS coronavirus. Vous avez bien entendu, 60 000 morts par an. Mince. Les chaînes médias qui font sur notre dos le business de la peur ont raté plusieurs occasions. Car 60 000 rapportés en gros sur une période de 6 mois, en été ce type de virus, comme le dit le professeur Raoult, est plus rare. Cela fait 10 000 morts par mois. Cela fait 330 morts par jour. Bien entendu, c'est une moyenne, mais juste à comparer avec les 450 morts depuis un mois en France. 10 000 les autres années, par mois, moyenne, là 450. À titre de comparaison, en Italie, ils en sont depuis le début à 4 000 morts. À partir de là, mon objet n'est toujours pas de polémiquer, mais de chercher à comprendre, car certains, sans avoir fait aucune recherche, vont me dire que je suis un inconscient, car ce virus est hautement contagieux. Désolé, j'ai trouvé aucune recherche dans ce sens, donc je ne peux me prononcer. Alors d'autres vont me dire que la situation dans les hôpitaux est catastrophique et que les gens meurent. Alors là, je suis 100% d'accord. En précisant, la situation est catastrophique dans les hôpitaux français et italiens. Sans doute espagnol, mais là je m'occupe que des Français et des Italiens. Je rappelle à tous qu'étant double national, je suis de très près la situation en Italie, qu'habitant en Alsace, la région la plus touchée en France, en ayant comme client des hôpitaux, que vous voyez passer aux journaux de 20h, je confirme que la situation est catastrophique. Je l'ai à plusieurs fois répété dans mes émissions. Et je suis aussi voisin de l'Allemagne. Je vous ai aussi dit que l'on voyait un peu les mêmes scènes déjà en 2017 et 2019 dans certains hôpitaux français, uniquement à cause de la surcharge créée par la grippe saisonnière. Il suffit de faire des recherches pour retrouver des images d'hôpitaux pleins avec des personnes dans des brancards dans les couloirs. Sauf que cela ne passait pas 24 heures sur 24 sur les chaînes d'information de la télé. Au fait, la grippe de cette année, elle a disparu. Pourtant, vous avez été nombreux à me témoigner, lors de mes émissions précédentes, que de nombreux d'entre vous, ou des gens que vous connaissiez, avaient été diagnostiqués de la grippe en décembre et janvier, et qu'elle était particulièrement carabinée cette année. J'ai aussi, moi, eu des témoignages de personnes que je connais, en ayant dit « Ah, Léon, Sylvano, cette grippe, elle m'a laissé 15 jours au lit. » Elle aurait subitement disparu. Plus personne ne meurt de grippe depuis que les chaînes info s'occupent de ce nouveau virus. Lisons ensemble les symptômes de la grippe décrits sur des sites médicaux. Les premières manifestations de la grippe apparaissent en général de façon brusque après une période d'incubation de 24 à 48 heures. Tout avec forte fièvre, plus de 39 degrés, douleurs musculaires et articulaires, fatigue intense et maux de tête. Ces symptômes durent de plusieurs jours à une semaine. La maladie peut mettre jusqu'à 2 semaines pour se rétablir complètement. La plupart des complications de la grippe concernent l'appareil respiratoire et sont souvent dues à une surinfection bactérienne. Ces pneumopathies peuvent être mortelles pour les plus fragiles. La grippe peut aussi aggraver une maladie chronique déjà présente, c'est pourquoi les personnes diabétiques, insuffisantes cardiaques et ou pulmonaires, les personnes atteintes de mucoviscidose ou de néphropathie sont sujettes aux complications. Ça la ressemble à s'y méprendre aux symptômes du virus qui nous concerne. Surtout qu'elle touche les personnes insuffisantes cardiaques et ou pulmonaires, comme je vous l'ai décrit dans mon émission hier. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Certains sont champions pour cela. Le génome du Covid est connu dans le monde entier. Il est bien spécifique et n'a rien à voir avec celui de la grippe. La seule question que je me pose est où est passée l'épidémie de grippe? Comment font les médecins pour distinguer les deux? On ne teste presque pas en France. Je vous l'ai déjà dit depuis des semaines. En Allemagne, on ne teste rien. L'Europe, c'est ça, le néant. L'Italie teste tout le monde, même les bien portants, la France un peu, l'Allemagne rien. Quels sont les traitements de la grippe? Les traitements de la grippe sont essentiellement symptomatiques, ils visent principalement à limiter les accès de fièvre. Bon, perso, je ne commenterai plus ce genre d'hérésie. Pour les cas les plus sévères ou les personnes à risque, des antiviraux peuvent être prescrits, mais ils sont efficaces à condition d'être administrés dans les premières heures après l'apparition des symptômes. Le reste n'a pas d'importance.
Donc la grippe a disparu, ou alors on ne sait plus qui, à qui, y a quoi. Dans mon émission d'hier, je vous ai montré que les décès en Italie concernaient pour 99,2% des personnes ayant au moins une pathologie. Et, en fait, 50% en ayant 3 ou plus, avec une moyenne d'âge de 80 ans. En conclusion de ce chapitre, la question que nous devons nous poser face à ces chiffres, qui statistiquement sont faibles, pourquoi nos hôpitaux, notre personnel soignant, est presque déjà à bout de force. Est-ce que c'est vraiment à cause de ce virus? Ou est-ce à cause de l'état de l'hôpital français? Ce qui est dingue, c'est que le français, l'italien aussi, tout le monde, a la mémoire très, très, très courte. Pourtant, ce n'est pas si loin. Je vous mets un article du 15 janvier 2020. Lisons ensemble. Démission à l'hôpital public. On refuse d'être les complices de ce sous-financement institutionnalisé. Plus d'1 millier de chefs de service hospitaliers ont présenté ce mardi leur démission pour dénoncer le manque de moyens de l'hôpital public. Et vous voyez, c'est bien un article, oui, du 14 janvier, 2020. Et en bas à droite, je ne sais pas si vous avez à lui lire, il y a un petit encart, ras-le-bol. Hospitaliers libéraux internes qui fait grève et pourquoi. Santé, le CHU de Nantes, confronté à la saturation de ses urgences. RH, faute d'infirmières, l'hôpital de Roubaix n'ouvrira pas son unité d'hiver. Allez, on continue. Je vous lis l'article qui était en bas. Ça, c'était la une. Ce mardi, 1101 chefs ont signé une lettre de démission collective pour interpeller le gouvernement sur la crise profonde qui touche l'hôpital public. Dans les hôpitaux parisiens et franciliens, le manque de personnel et les fermetures de lits sont monnaie courante. Une situation qui parfois ne permet pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, dénoncent les praticiens. Des hôpitaux à bout de souffle, des soignants à bout de force et des patients parfois à bout de nerfs. Voici le diagnostic que pose le collectif Interhôpitaux, alors que 1101 chefs de service hospitaliers de toutes spécialités, médecins, chirurgiens, psychiatres, d'hôpitaux universitaires et non universitaires, ont décidé de présenter officiellement une menace de démission de toutes leurs fonctions administratives pour sauver l'hôpital public en état de déliquescence. Un cri d'alarme pour dénoncer le manque de moyens humains et financiers qui a plongé l'hôpital public dans une crise profonde. Leur but, être entendu par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, alors que de nombreux hôpitaux publics sont en grève depuis plus de 10 mois aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter à ça? On a oublié. Et ces gens-là qui étaient en grève depuis 10 mois, vous avez vu les images à la télé, on y rajoute, et là, il n'y a pas les urgentistes, il n'y a pas les urgences en grève. Ces gens-là sont retournés au charbon. Ils sont retournés au charbon. Ils n'ont pas dit, droit de retrait, comme certains lâches. Et donc, et sans masque en plus, pour certains. Et sans masque, mais ça on le verra plus tard. En discutant avec mon ami Massimo Mazzucco, qui les abonnés de ma chaîne connaissent bien, il me raconte que lui, vivant en Calabre, l'entière région dispose de 150 lits en réanimation. Et que bon an mal an, ils étaient occupés en moyenne à 50%, soit 75 lits occupés, 75 lits restants. Et la population? La population de la Calabre est de 2 millions d'habitants. J'ai besoin de vous faire le calcul. Si le virus ne touche que 5%, 5 petits pourcents de la population, cela fait 100 000 personnes. Et on va dire que 15% nécessiteront des soins. Cela fait 15 000. Il reste 75 lits. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Imaginez 2 secondes ce que pourrait donner dans les médias, les journaux, on va dire en Calabre, alors qu'il n'y a que 75 places de lits disponibles, un afflux ne serait-ce que de 1000. On va faire simple, on va faire petit, on va pas faire des gros chiffres. 1000 personnes. Vous imaginez les scènes? Vous imaginez comment l'information sera traitée? Vous imaginez ce qui va se passer dans la tête des Italiens? Qu'est-ce qui va se passer?
Ce virus est mortel, il tue tout le monde. Il y a tellement de gens qui tombent. Il y a tellement de gens qui tombent. Ah non, il n'y a pas tellement de gens qui tombent. Il n'y a juste pas de place pour les accueillir. Voilà la situation d'une région de la 6e puissance économique mondiale. Et pourquoi? Parce que depuis leur entrée dans l'euro, les Italiens sont massacrés, les divers gouvernements se sont couchés devant les dictates des bureaucrates de Bruxelles leur demandant encore et encore des efforts budgétaires. Et vous pensez qu'en France, c'est loin d'être différent? Par contre, pourquoi l'Allemagne prend des mesures? Certes, elle prend aussi quelques petites mesures là, en ce moment, mais pas aussi drastiques que la France et l'Italie. Parce qu'ils ont une capacité d'accueil en nombre de lits 5 fois supérieure à celle de la France. 5 fois supérieure. Sans compter un autre phénomène, le spread. Bah oui, mes amis, pour bien comprendre, il faut s'intéresser à l'économie. Comme vous le savez, l'ensemble de ces 3 pays, France, Italie, Allemagne, on se limite à ces 3-là, hein. Je ne vais pas analyser toute l'Europe, ont annoncé des mesures exceptionnelles à coût de centaines de milliards pour soutenir leurs économies. Ce qui veut dire qu'ils vont lancer des emprunts pour se financer. Ça, c'est normal. Alors, est-ce qu'ils achètent tous l'argent au même taux? Vous savez, comme vous, quand vous cherchez un taux pour acheter, je ne sais pas moi, un appartement, vous allez faire plusieurs banques, ou meilleurtaux.com, pour aller trouver le meilleur taux. Hein. Ben, le spread est la différence qu'il existe entre les pays pour emprunter. Alors, commençons par l'Italie. Déjà surendettée, elle va être obligée de retourner à la dette. Donc, l'Italie, si elle emprunte 1 milliard, elle va devoir donner en intérêt à l'institution financière qui lui prête de l'argent, alors au taux bien sûr d'hier, hein. Vous voyez que les taux sont réactualisés tous les jours, c'est un peu comme un cours de bourse. Hein. Donc là, l'Italie a vécu des moments très noirs, hein, puisqu'on était très haut, la courbe en bas, là, on était dépassé, le spread était à 2,5, 2,6. Donc là, ça s'est stabilisé à 630. Ça veut dire quoi, un 630? Ça veut dire que si elle emprunte 1 milliard, eh ben, elle va rendre au bout de 10 ans 16,3 millions d'euros d'intérêt. D'accord? Et là, il y a encore le mardi 18, elle devait rendre 25 millions d'intérêts. Mais, d'après les mesures annoncées par le gouvernement italien, elle devra emprunter plus de 500 milliards. La France, toujours à hier. Pour 1 milliard, elle va devoir donner en intérêt 15 fois moins, seulement 1 million. Donc vous voyez, sur le tableau, elle emprunte, elle aussi, elle a subi, elle était très haut là, enfin très haut, par rapport à l'Italie, c'est rien, l'Italie était à 2,5, hein. Donc la France très haut, elle était à 0,35. Donc là, elle emprunte à 0,102, ce qui veut dire que pour 1 milliard, elle va devoir rembourser 1 million d'intérêts. Et la France va devoir, je pense, emprunter, avec les mesures qui sont prises, 800 milliards. Pourquoi plus que l'Italie? Puisque la France s'est arrêtée de travailler. L'Italie est en confinement, mais elle continue de travailler. Et l'Allemagne alors? Eh bien l'Allemagne alors, elle recevra 3,4 millions en empruntant 1 milliard. Et oui, non, je ne me suis pas trompé. Vous voyez, le taux il est négatif. Moins 0,340. Moins 0,340. Ce qui veut dire que les financiers, les investisseurs ont tellement confiance en l'Allemagne que ils acceptent, ils sont sûrs de retrouver leur argent, donc ils acceptent d'en perdre. Donc ils ont accepté de donner 1 milliard pour leur rendre, pour ensuite récupérer 1 milliard moins 3,4 millions d'intérêts. Et oui, les fameux taux négatifs viennent de là. Donc l'Allemagne, j'allais dire qu'en ce moment, elle s'en fout de la crise. Hein. Elle emprunte et elle doit rembourser moins. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en diriez-vous? Je vous dis, allez, je te prête 1 milliard et tu me rends 1 milliard moins 3,4 millions. Il y a quelqu'un qui dit non? Non, je ne connais pas. Vous comprenez donc que l'Italie est virtuellement en faillite, juste parce qu'elle a écouté Bruxelles, fait chaque année des efforts pour réduire ses dépenses publiques, laisser à l'abandon son système hospitalier et autres, hein, dans beaucoup d'autres domaines, garder le minimum et
comment, hélas, un tout petit virus peut venir mettre à mal tout cela. Car l'Italie a été obligée de prendre des mesures drastiques, car elle sait que si le virus atteint le sud du pays, encore plus abandonné, depuis des années, il pourrait causer des millions de morts. Non pas parce qu'il est mortel, mais juste parce que quand vous ne pouvez pas soigner plus de 75 personnes dans une région de 2 millions d'habitants, eh bien, c'est la fin. Mais hélas pour eux, ils auront peut-être réussi à sauver des milliers de vies, mais les autres, ceux qui resteront, n'auront plus jamais la vie qu'avant. Les sacrifices demandés seront énormes. Ils peuvent aller demander aux Grecs de quoi il en retourne. Je dis peut-être, car là, ce n'est qu'un avis tout personnel. Je ne pense pas que le confinement soit utile. La preuve, cela fait plus de 2 semaines qu'ils sont confinés et le nombre de cas et de morts ne cesse d'augmenter. Eux attendent le pic de l'épidémie dans 5-7 jours, c'est-à-dire entre le 26 et le 28 mars, qui arrive. Sinon, disent-ils, ils se seront trompés. Ils commencent déjà à cogiter, effectivement, s'ils ne se seraient pas trompés. Comme ici, on peut le voir, on commence à tirer la couverture à soi, en disant, des virologues, que finalement, la maison n'est peut-être pas un lieu aussi sûr que cela. Alors tout le monde va me rétorquer que le confinement chinois a fonctionné. Oui, oui, sans aucun doute. Eux, c'était un confinement. C'est-à-dire 2 mois sans sortir de chez soi, et les courses commandées sur le net et livrées devant le pas de la porte. Ni les Français, ni les Italiens n'accepteraient cela, et l'État français et l'État italien ne sont surtout pas le parti communiste chinois capable de surveiller une chaîne qui va du leader à chaque gardien d'immeuble. C'est pour ça que le confinement à la mode italienne et française ne fonctionnera jamais. Il permet juste, bien évidemment, de ne pas provoquer un pic trop élevé que les hôpitaux seraient totalement incapables d'absorber. Mais le prix à payer ensuite pour les Français, tout comme pour les Italiens, sera très lourd. D'ailleurs, est-ce qu'on a demandé à des spécialistes ce qu'ils en pensent de cette méthode française et italienne? Les docteurs, ça fait du diagnostic et ça traite les gens. Voilà. Après, les politiques, ils font ce qu'ils croient devoir faire. Mais nous, les docteurs, je pense qu'il faut se faire confiance aux médecins. Les médecins, quand quelqu'un est malade, ils doivent essayer de faire le diagnostic. Et s'il y a un traitement qui est valable, ils doivent l'utiliser. Est-ce que ces capacités de diagnostic ici à Marseille sont représentatives de ce qu'il y a sur le territoire? Non, non, ça n'a pas encore été mis en place, je le regrette. Hein, c'était un des projets du ministre. Je pense que ça met un peu de temps à se mettre en place, ce qui est, de mon point de vue, difficile à comprendre parce que les outils et les machines existent. Donc, ça peut se faire absolument n'importe où. On peut faire des milliers de PCR. Il y a beaucoup de laboratoires qui font ça. Il suffit de changer les amorces pour faire du PCR de coronavirus. Il n'y a rien de magique là-dedans. Hein. C'est le PCR banal que tout le monde fait. Et c'est la raison pour laquelle les Coréens, les trucs. Et donc, la France a beaucoup de retard. Hein. C'est une image que je montrais que je présentais hier. La France doit être le 20e pays en termes de nombre de tests par habitant. Quand on compare ça à la Corée, on est sidéré. Et donc, ça veut dire que tout le monde s'est mis à faire de la PCR. Alors, ça nécessite qu'il y ait de la logistique, c'est-à-dire comment on fait pour prélever les gens de manière à ce qu'ils n'arrivent pas tous en même temps. Il faut développer très certainement l'auto-prélèvement, que les gens arrivent avec un écouvillon fermé, ce qui fait que plus personne n'a peur. Donc il y a des vraies mesures logistiques, pragmatiques, rationnelles à mettre en place, et à traiter ça comme une maladie normale. Mais si en même temps on met le feu en disant vous allez tous mourir, même les gens qui reçoivent les prélèvements vont avoir peur, vont se mettre droit de retrait, les gens. Donc c'est pas possible d'affoler la population avec une chose donc, qui ne changera pas les statistiques de mortalité. À la fin, il n'y aura pas plus de morts que ce qu'il y a eu les années précédentes. C'est pas vrai. Voilà. Donc simplement, il faut mettre en place les moyens, comme pour une maladie infectieuse, de faire le diagnostic et le traitement. Et pas à dire, oh mon Dieu, quelle aubaine, je vais pouvoir avoir de l'argent pour faire un vaccin, je vais pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir faire une expérimentation. La question, c'est, face à une situation dans laquelle, y compris pour la crise sociale, il faut pouvoir dire, écoutez, on a moyen de faire le diagnostic, tout le monde peut être diagnostiqué, et tout le monde peut être traité. Il y a la question de dire, écoutez, si vous êtes malade, restez à la maison, et attendez que ça passe, et si ça devient grave, on vous fera une réanimation, ça n'est pas une réponse, c'est mon avis.
Et que pensez-vous de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le monde? Écoutez, pour ce que j'ai vu rapidement, les 3 pays qui ont dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Donc le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue à avoir une évolution exponentielle. Il continue à avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne. Et ces 3 pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On peut se poser la question s'il ne faut pas réfléchir maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sous la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, on ne peut pas isoler toute la population, et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au XIXe siècle. Donc on est dans le XXIe siècle, les maladies contagieuses, on l'a détecté, isoler les gens qui sont contagieux, le temps pendant lequel ils sont contagieux, et on doit raccourcir leur temps pendant lequel ils sont contagieux par les traitements qui les empêchent d'être contagieux. Et quand ils sont plus contagieux, il faut leur ficher la paix. C'est pas la peine de les garder 14 jours s'ils sont négatifs au bout de 5 jours. C'est plus de la science, là, c'est de la science-fiction, ou je sais pas quoi, de la sorcellerie. Donc il faut revenir à des choses simples. Les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire c'est quand il y a le microbe, on est contagieux, quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux. Quand il y a un médicament, on use le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine. Oui, la méthode qui marche, c'est la méthode de la Corée du Sud. Donc, certains vont dire « Ah oui, mais c'est toujours facile de critiquer, qu'est-ce que tu aurais fait toi ?» Bah oui, moi aussi je me suis posé cette question. D'abord, j'aurais de suite acheté des masques, demandé à des usines d'adapter leur outil de production et veiller au stock par l'armée, car cette histoire de masques est un pur scandale, que personne ne comprend. Et personne ne comprend que des têtes ne soient pas encore tombées. Personne ne comprend que le problème n'est pas encore résolu. À moins que ce soit là fait exprès. Mais on n'a encore aucune preuve de cela. Mais un tel amateurisme n'est pas envisageable. Personnellement, en voyant des images de la Chine en janvier, même sans avoir aucune donnée, puisqu'on n'avait pas beaucoup de données, l'Italie n'était pas encore touchée, on ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'était. Il y avait la propagande chinoise qui disait tout allait bien, il y avait la propagande anti-chinoise qui montrait des scènes apocalyptiques. Je me suis dit, quand même, on sait jamais, je me suis commandé des masques FFP3. Je vous les montre, j'ai rien à cacher. Ah, pas beaucoup, 10. Je me suis dit, si on est confiné, tant pis, j'irai faire les courses une fois par semaine, ça fait 10 semaines, il y a de quoi, c'est large. Mais regardez la date de la commande, 27 janvier. Et encore, j'y pensais bien avant, je me dis, ah oui, je passerai la commande, ah oui, je passerai bien la commande. Donc si moi j'ai pensé à cela, comment ceux qui nous dirigent n'ont pas tout mis en œuvre? Pourtant, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dit qu'elle a prévenu tout le monde, en décembre. Personne ne l'a écouté. Bizarrement, il a semblé qu'il y a eu des tensions, puisqu'elle a été envoyée au casse-pipe à la mairie de Paris, où il n'y avait pas grand-chose à faire, je pense, en si peu de temps. D'ailleurs, elle l'a dit. Maintenant, on essaye évidemment de la bazarder. Moi, je pense que cette affaire n'est pas finie, qu'il va falloir qu'on rende des comptes, et je ne comprends pas que des gens ne rendent pas encore des comptes. Les stocks disparaissent, les stocks sont volés. Il y a des gens qui se baladent dans les marchés avec des masques. Je vois des gens avec des masques dans leur auto, je vous ai dit hier. Alors que les médecins et les infirmiers n'en ont pas, alors qu'il n'y en a plus à vendre depuis très longtemps. Ils sortent d'où, tous ces masques? Il n'y a pas un truc grave qui cloche là? Ensuite, en ayant assez de recul pour observer que ce virus est dangereux comme l'a montré statistiquement, surtout pour les personnes âgées avec des pathologies, je les aurais de base confinées chez elles, apporter de l'aide financière en payant des sociétés de services pour leurs repas, idem pour les maisons de retraite, j'aurais généralisé les tests comme en Corée du Sud et continué, et comme le docteur Raoult le dit, et continuer à faire travailler les bien portants, ne risquant pas grand-chose. Parce qu'ils ne risquent pas grand-chose. Ce qu'a fait la Corée du Sud, c'est la marche. Plus difficile, hélas, à faire en Italie, car comme je vous l'ai dit, là-bas, les maisons de retraite sont beaucoup plus rares, les Italiens gardant
leur ancien chez eux. Ensuite, j'aurais de base généralisé le remède de Raoult à base de chloroquine à grande échelle. Là aussi, on perd un temps de dingue, mais inexplicable, inexplicable. De plus en plus de docteurs, de médecins disent qu'est-ce qui se passe. Et justement, entre cette affaire de masques qui scandalise tout le monde, sans que des sanctions soient prises, sans que des mesures efficaces simples soient prises, et cette affaire de chloroquine, il y a les prémices de trouver que nous sommes manipulés, sans parler d'un site online sur la messagerie Telegram, dont je n'avais plus de citer le nom, car cette messagerie est déjà suivie par près de 30 000 personnes. Au début, celui qui tenait ce site se présente comme un gars simple. C'est intéressant ce qui se passe en Chine. Que des amis qui prétextent qu'il en a marre d'écrire à chaque fois la même chose pour les informer de ce qu'il se passe en Chine et ouvre une messagerie ouverte. Waouh. Sur Telegram. Je ne sais pas combien d'amis proches avait ce type, mais admettons une centaine. Dans ces cas, tu publies sur ton Facebook, sur ton Insta, sur WhatsApp, tu fais des groupes, tu crées des groupes d'amis. Non, lui ouvre une messagerie online pour tous. Et cela commence à prendre. Au début, il est bisounours, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est pas grave, blablabla, n'écoutez pas les conspis. Déjà là, bip bip, une alarme sonne. Ensuite, il devient progressivement de plus en plus alarmiste. Mais à l'extrême, avec des choses, évidemment, qui s'avèrent justes, mais d'autres totalement fausses. Normal, quand on annonce 1000 trucs dans la journée, des fois on tombe juste, des fois on tombe faux. Mais quand cela s'avérait juste, il revient toujours dessus. Du style, vous avez vu moi, je sais, je vous l'avais dit, en oubliant de dire qu'il s'était trompé ici et là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens oublient, et là, ils ne retiennent que ce qu'il dit. Et là, lui, le petit mec, ayant juste des amis et des infos à leur transmettre, se met à avoir des infos, mais alors, des quatre coins du monde. Il manque juste l'Arctique et l'Antarctique, mais sinon, il a fait tous les pays du monde. Avec des sources de partout, et toujours dans la croissance de la peur. En fait, j'ai calculé qu'une journée à ne faire que cela ne lui suffirait pas. Ce qui veut dire que c'est pas quelqu'un tout seul qui fait juste ça en plus de son boulot, comme il veut nous faire croire. C'est un organisme qui est derrière. En plus, je vous dis pas tout ce qu'il publie le week-end. Wahou! Un truc de dingue. Et aujourd'hui, il a fait une attaque sur la chloroquine, et c'est dantesque, quoi. Dantesque. Comme quoi c'était nul, c'était de la merde, et tout. Il s'est pas contenté de ça. Il a fait une attaque ensuite sur le professeur Raoult. Le traitant comme si c'était un pouilleux, quoi. En fait, un idiot, un amateur. Que lui savait que Raoult, qui est une sommité reconnue mondialement, allez voir son CV, vous mettez 3 jours à le lire, allez voir ses publications internationales, vous mettez 3 ans, là l'autre il dit, lui, mais non. Donc ça c'est louche, c'est louche. De plus, dans toutes ses publications et depuis très longtemps, il dépeint une situation mais apocalyptique aux États-Unis, en traitant de Trump de tous les noms. Donc on voit que le but de cette organisation qui se cache sur Telegram est de faire peur aux gens et de salir Trump. On va l'oublier, lui. Si vous êtes abonné, désabonnez-vous, c'est juste pour lui envoyer un message à cette institution qu'on n'est pas des couillons. Nous avons un traitement made in France avec la collaboration de la Chine qui marche. Je vous ai montré dans ma vidéo d'hier la colère de certains médecins pour savoir ce que l'on attendait pour diffuser ce traitement partout. Mais par contre, certains n'hésitent pas. Estrosi à Trump, des politiques vantent la chloroquine, un traitement contesté, on est toujours en France, c'est contesté contre le coronavirus. En bas à droite, vous voyez Olivier, le bon élève de la Macronie, oui. Et la chloroquine, ce médicament antipaludique testé contre le Covid-19, suscite beaucoup d'espoir. Certains politiques s'en sont emparés, alors que d'autres, comme Olivier Véran, le ministre de la Santé, réclament une grande prudence. Réclame une grande prudence. Sur un médicament en vente libre avant le 13 janvier, qui a besoin d'une ordonnance maintenant
depuis le 13 janvier, dont centaines de millions de personnes dans le monde l'ont pris, dont on connaît absolument tous les effets secondaires en fonction de toutes les pathologies, et le Olivier Véran vient nous dire qu'il faut s'en méfier, alors que les politiques en prennent et sont guéris. Il y a quoi qui cloche? Il y a quoi qui cloche? Donald Trump, lui, il n'a pas hésité, hein. Voilà, Trump annonce que les FDA rendra un médicament antipathologique disponible pour tester le traitement contre le coronavirus. Je ne vais pas faire une émission sur Trump, mais sachez juste, alors il y en a beaucoup qui ne vont pas comprendre, que Donald Trump est la cible véritable de ce qui est en train de se passer. Mais vous avez d'autres sites qui expliquent ça très bien. Mon ami Alexis de Radio-Québec vous l'explique très bien. Georgia Pouliken aussi, et bien d'autres. Si vous voulez, je vous mets les liens de leur chaîne, pour ceux qui ne l'ont pas. Parce que c'est long, très long à expliquer. Il faut remonter à très loin. À la campagne de Trump, avec Q, le phénomène Q, que je vous ai déjà montré il y a 1 an, notamment sur les sujets, sur les missions Apollo. Mais sachez juste que partout dans le monde, des gens fuient, vont se cacher. Des gens connus, rassurez-vous, ils ne fuient pas le virus, ils fuient le cachot. Partout dans le monde, des PDG à la surprise générale quittent leurs fonctions, n'est-ce pas, monsieur Bill Gates? Partout dans le monde, des arrestations se font. Évidemment, ça passe pas à la télé. Donc, c'était juste une parenthèse pour ceux qui sont au courant. On y va. L'industrie américaine se met en ordre de marche pour produire la chloroquine. Mylan augmente sa production de chloroquine. Eh oui. Bayer vient de donner 3 millions de tablettes de chloroquine aux US. Soutenir le soldat Trump. Et en France ? Vous partagez l'avis de Dominique Seux sur, on a dit 15 jours, mais... Ça va probablement durer plus longtemps. Ouais. Je vais juste dire un mot, parce que Jérôme Salomon a parlé d'hydroxychloroquine, ce médicament. Même si les données sont préliminaires, il y a quand même des données solides en Chine, des préliminaires en France. C'est le seul médicament aujourd'hui qui est disponible pour les malades. Malheureusement, la pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé aujourd'hui que c'était en rupture de stock totale, que les stocks avaient été pillés. C'est lamentable. Et on a pillé. Oui, oui, les armoires ont été dévalisées. C'est les mails qu'on a reçus aujourd'hui. Donc, où ça a été volé, pillé? Je ne sais pas, dans les différentes stocks des pharmacies hospitalières. Et malheureusement... vous avez dit que donc ça fonctionne, ce médicament? Ça fonctionne. Il y a des données préliminaires qui disent que c'est encourageant, que ça fonctionne probablement. Je suis très prudent parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas, mais enfin, il y a des données avec des études virologiques qui semblent montrer que c'est vrai. Les autorités chinoises ont communiqué en disant qu'ils avaient une confirmation avec un rassemblement d'experts chinois autour de ça. Je ne dis pas que c'est le médicament miracle, mais ils ont été on nous a annoncé des médicaments antiviraux super. Il y en a le Caletra, maintenant on nous a dit qu'il ne marchait pas. D'autres qui doivent venir d'autres laboratoires pharmaceutiques, on peut pas les avoir aujourd'hui. Donc on n'a rien d'autre. Vous avez bien entendu? Ça marche, les Chinois confirment. Tout le monde se met à en produire. Ça vient de la France. C'est le seul pays qui ne le fait pas, c'est la France. Et les stocks de chloroquine de la France sont volés. Qu'est-ce que j'ai encore besoin de dire? On vole les masques? On ne prévoit pas? On n'anticipe pas? On a un remède qui marche? On ne veut pas l'étendre? On en parle peu? Le ministre de la Santé française, docteur lui-même, dit qu'il faut se méfier, alors que tous les autres dans le monde foncent tête baissée. Nous avons des sites online qui tuent le docteur Raoult, qui tuent la chloroquine. C'est des sites où il y a des organismes derrière. Et personne complote. Là, il n'y a pas de complot. Non, ce serait moi le complotiste. Comploter, pourquoi faire, au fait? Ah, bonne question.
certains qui n'ont toujours pas compris. Pourtant, je l'ai répété à plusieurs reprises dans mes émissions précédentes que ce virus venait des US. Ok ? Il vient des US. Son but, empêcher Trump d'être réélu haut la main. C'est le seul but de ce virus. Ensuite, les autres pays ont adapté l'opportunité d'eux. D'accord ? C'est tout. Donc ils se disent, profitons, tiens, de cette crise, parce qu'ils ne savent pas tout ce qui se complote ailleurs. Pour certains, pas tous, certains savent. Oula, certains, ils ont peur. Et donc, ils en profitent pour voter des lois exceptionnelles. Hier soir, j'ai fait un truc, ah waouh, j'ai mis en sourdine le JT de 20h de TF1. Voir de quoi ils allaient parler, vu que c'est le JT le plus vu par les Français. Et donc d'abord ça commence par applaudissements au balcon des Parisiens et des Parisiennes pour les toubibs et les infirmiers. Ensuite on parle de confinement, de sanctions, de culpabiliser, dénoncer, contrôler. On veut interdire à la plage de Dinard. Non mais lol, tu peux plus te balader sur une plage, quoi. Attends. Mais aller dans les hyper? Oui. Ah oui, d'accord, c'est logique. Ils invitent une infectiologue complètement inconnue au bataillon qui enfonce le clou sur le confinement. Que c'est la panacée. Ah, c'est marrant, mais l'infectiologue reconnu mondialement dans le monde et qui est français, lui on l'interroge pas, il dit que c'est n'importe quoi. Faudrait savoir. Donc on demande à cet infectiologue complètement inconnu si le confinement total serait ce serait bien. Elle dit oui. On lui demande si tester tous les gens sert à quelque chose. Elle dit non, ça sert à rien. Ah bah mince, attends. C'est la seule méthode qui marche, qui a été prouvée dans le monde, celle de la Corée du Sud. Et cet infectiologue dit tout à l'inverse de la Corée du Sud où ça marche. Cet infectiologue dit tout à l'inverse du meilleur infectiologue français de renommée mondiale. Et on l'invite, elle, au JT de 20h de TF1. Y a pas un truc qui cloche ? Évidemment, le journaliste ne contredit pas, rien du tout. Ça sert à quoi un journaliste ? Je sais pas pourquoi il paye quelqu'un qui pose pas de questions, qui réfléchit pas, qui n'a pas de neurones, je sais pas. Donc après, ça passe. Où sont les masques ? Encore et toujours. Il y a une usine qui en produit 500 000 par semaine. Ils oublient de préciser qu'il en faut 15 millions par jour. Un médecin généraliste qui parle encore de masques. Et là, par contre, c'est une colère froide contre l'État. Et ce matin, c'était plutôt de la haine que j'ai entendue de certains. Infirmier qui dit que lui, il est à disposition depuis 15 jours, mais qu'il attend toujours des nouvelles. Ah bon, on n'a pas besoin d'infirmier ? Faudra qu'on m'explique. On parle de Mulhouse, avec des militaires qui installent une tente, il leur faut 3 jours pour ça, pour 30 ou 40 lits. Rien. Il y a 130 000 Français à l'étranger à rapatrier. Après, on rassure sur 2 points essentiels, supermarché, pas de pénurie. Pas de pénurie, ça c'est pour éviter les émeutes. Et au sens, pas de pénurie, on rassure. On montre un maraîcher qui a un énorme stock de fruits et légumes. Oh, les premières fraises, les gens, ils achètent pas les fruits et légumes, ils achètent des pâtes, du riz. Donc les fruits et légumes, ils vont pourrir. Et de toute façon, sa récolte est foutue parce qu'il sait qu'il ne va pas avoir l'autorisation d'avoir, comme chaque année, la main-d'œuvre qui vient du Maroc. Ensuite, il y a le témoignage d'un propriétaire, d'un type qui a plein de bus, de cars. Il est au chômage et les bus sont à l'arrêt. Et qui raconte que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, son grand-père qui avait fondé la boîte travaillait, quoi. Une coiffeuse, complètement déprimée. Parce qu'il n'y a toujours aucune annonce pour les indépendants. Et il est 20h45, 45 minutes à faire peur, et voilà. Ah, il n'y a pas d'autre sujet ? Ah, punaise. Ah bah si, tiens, ça c'est bizarre, regardez pourtant, il y a quand même un truc assez extraordinaire qui s'est passé hier. Si on lit le site, là, on est bien hier le 23, ça s'était publié à 12h56. Donc au journal de 20h, c'est confirmé, la loi urgence coronavirus va revenir sur les droits au congé, les 35 heures et sans date limite. Ouais. On peut lire l'article, si vous voulez. Un peu. Devant le Sénat, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de revenir dans sa loi urgence sur certains acquis sociaux, comme les congés payés ou les 35 heures. Des mesures qu'il annonce provisoires, tout en refusant d'inscrire une date limite dans le texte. C'est du provisoire qui dure.
À la guerre comme à la guerre. Donc voilà. Donc on va pas tout lire, vous allez pouvoir trouver tout ça. A priori, il sera possible de revoir aussi à la baisse le nombre de congés payés acquis par mois. Aujourd'hui de 2,5, c'est que des mauvaises nouvelles. Et donc là, par exemple, vous avez sur un tweet d'Étienne Girard, tiens, entre l'avant-projet de loi et le projet de loi dit urgence coronavirus déposé devant le Parlement, le mot provisoire a été retiré de l'article qui permet de revenir sur des acquis sociaux comme les congés payés. Bah, ça n'a pas traîné, hein. Et c'est pas fini, les amis, hein. C'est pas fini. Hein. Voilà, de toute façon, plus vous avez peur, plus vous restez chez vous, plus vous n'allez plus bosser, et plus les mesures seront de plus en plus fortes. Quand j'avais fait mon émission Aller au travail, oh, certains m'ont tapé dessus, mais bon, ils n'avaient pas compris le pourquoi de cette émission. Et beaucoup m'ont dit, à ma grande surprise, que leur entreprise leur avait interdit de venir. Ça, je ne comprenais pas. Ben, je comprends maintenant. En gros, pour ces grosses entreprises, ces gros patrons, c'est un petit mauvais moment à passer, cette crise. De toute façon, on va tout faire payer aux salariés. Et par la suite, on va encore gagner plus d'argent. Et on pourra distribuer plus de dividendes aux actionnaires. Font chier ces syndicats avec leurs 35 heures, leurs congés payés. Profitons de la peur. Ils n'osent plus sortir, de toute façon, c'est interdit. On peut tout faire passer. Elle est pas belle, la vie. Moi, puisque vous prévenir, je peux rien faire de plus. Je suis un patron, ne l'oubliez pas. Pour moi, c'est simple à comprendre. Mais je suis que dalle. Vraiment que dalle. Car en vérité, le général de Gaulle avait raison. Les Français sont des veaux. Voilà. La cote de confiance d'Emmanuel Macron en forte hausse. Plus 13 points. Si cela peut vous rassurer, les Italiens, c'est bien pire. Je pense que l'on va nous annoncer des mesures de confinement encore plus strictes. Les masques vont continuer à manquer, même si enfin, là c'est louche, hein. Depuis hier, les collectivités sont autorisées à passer commande. Alors pourquoi avoir attendu hier ? Pourquoi avoir attendu hier ? Avant, ça devait passer par l'État, le circuit de l'État. Là, on autorise un hôpital, une collectivité publique, à passer commande de masques. Ça va être long, ça va être long. Ils vont se fournir à l'étranger, ça va être des 8 semaines de délai. Si, encore un truc très très louche. Aujourd'hui, j'ai vu qu'un avion cargo militaire a porté des malades de Mulhouse à Bordeaux. Bon, moi j'y connais rien, mais par contre, quand j'entends le patron des cliniques et des hôpitaux privés, pas publics, Lamine Garbi, qui s'étonne de cette décision. Et lisons, coronavirus, les hôpitaux cliniques privés pourront offrir 4000 lits de réanimation, déclare le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Lamine Garbi, président de la Fédération d'Anna, était l'invité de Jean Vérin, voilà. Et donc 4000. Et donc lui il dit à la télé, je ne comprends pas pourquoi on les a emmenés de l'hôpital de Strasbourg à l'hôpital de Bordeaux, car il y a des lits en privé tout proche. Tout proche. Bah, sans masque, moi je vais vous dire que peut-être qu'à Bordeaux, il n'y a pas assez de virus. Je dis ça, je dis rien. Hein. Le seul petit hic, c'est qu'avec cette histoire de sans masque, il y a quand même 10 000 policiers qui sont en arrêt maladie. Je pense que aussi, les policiers comprennent qu'ils vont être le dindon de la farce. Et ce que je me demande, c'est où est passée l'opposition. Je sais pas, moi, quand je vois des fois notre ami Mélenchon perdre la voix à s'égosiller sur des choses, Marine Le Pen, la droite elle est atomisée, le Parti Socialiste, alors là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'opposition en France. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est comme ça. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ne soyez pas défaitistes. Je vous la laisse la digérer pour que vous compreniez bien. Comme ça, vous comprenez mes anciennes émissions, ce que j'avais voulu dire à travers ces émissions. Et n'oubliez pas une chose, vous inquiétez pas. Voilà, on fait comme ça. Bye bye.